Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le gouvernement Patrice Talon a défini les critères d'attribution des logements sociaux et économiques le mercredi 20 avril en Conseil des ministres. Les citoyens de Cotonou se sont prononcés sur le sujet. Dans le cadre de la lutte contre les inondations, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou a été lancé hier jeudi par le ministre du Cadre de vie et de développement durable, José Didier Tonato. Plus de précisions dans cette édition. La 5e journée du championnat amateur senior de handball du Bénin a pris fin ce vendredi au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou. Le résumé dans un instant. Bienvenue, le ministre du Cadre de vie et de développement durable, José Didier Tonato, a procédé ce jeudi 21 avril au lancement du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. 401,78 millions d'euros est le montant nécessaire pour réaliser le PAPC. Initié par le gouvernement du président Talon, il est financé par la Banque mondiale à la hauteur de 89,1 millions d'euros, 50 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement et 40 millions d'euros de l'Agence française de développement. À terme, le dit programme vise, entre autres, la construction de 46 km de collecteurs primaires, la construction de 90 km de collecteurs secondaires et de caniveaux latéraux de rues, l'aménagement et le pavage de 49 km de rues, la reconstruction et l'équipement de laboratoires type du centre de santé communautaire. Selon le ministre José Didier Tonato, en dehors de ces réalisations, le PAPC est aussi 4 000 emplois directs, 16 000 emplois indirects et 1 million de personnes directement touchées. Le gouvernement a défini le mercredi 20 avril les critères d'attribution des logements sociaux et économiques ainsi que les modalités de leur commercialisation. Les critères varient selon le type de logement. Les citoyens de la ville de Cotonou commentent ces critères d'attribution contenus dans le communiqué final du Conseil des ministres. Ils sont au micro de Conté Amoussou et de Francis Farami. Je pense que le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a su comprendre le jeu. Lorsque aujourd'hui vous prenez presque tous les fonctionnaires de la République, on attendait ça, mais le moment est venu pour qu'on puisse se libérer. Parce qu'à des moments donnés, nous travaillons avec les charges passées par là, on n'arrive pas à régler ces besoins urgents. Les besoins urgents actuellement c'est quoi? Il faut construire, il faut avoir les moyens de déplacement. Mais si le gouvernement a compris très tôt pour aider ces agents, que ce soit privé ou public, à avoir un logement social, c'est très important. Donc on peut qu'apprécier cette démarche. Et je salue encore ces membres du gouvernement qui ont fait peu de tout bois pour que ça soit une réalité aujourd'hui. Le gouvernement ne se lance pas dans une activité sans jamais prendre les dispositions possibles. Alors si on dirait qu'un logement est à 80 000 francs à la fin du mois sur 25 ans, cela veut dire quoi? Ce n'est pas parce que le gouvernement voulait aider que tout le monde va emprunter ce chemin-là. Il faut regarder ce que tu gagnes par mois avant de pouvoir prendre cette décision-là. Par exemple, moi qui suis ici en tant qu'agent de l'État, je ne peux pas m'intéresser tout vite là, à aussi avoir un logement social parce que ce que je gagne à la fin du mois ne me permet pas de régler cette question de logement social-là. Là, si quelqu'un est conscient de ce qu'il fait, il peut avoir une activité parallèle. Et cette activité parallèle-là, peut-être à la fin du mois, va lui permettre de pouvoir joindre les débouts pour régler cette question. Si ton salaire est à 40 000, comment toi tu peux te rapprocher de ce logement? Vous voyez, non? Parce que notre SMIC, c'est 41 000, non? 40 000, 41 000. Et l'État veut minimum 80 000 par mois. Donc ça là, ces logements sont réservés pour les DG, pour les ministres. Donc où est le social? Si l'État peut amener, même au niveau des ZEM, où un ZEM peut payer 30 000 par mois, ça fait 1 000 francs par jour. Je vais payer ça jusqu'à 20 ans, jusqu'à 10 ans, je vais terminer. Mais comment l'État peut nous amener des logements comme ça qui seront très chers? On peut faire 2 chambres, un salon, sur même un demi-lot. 2 chambres, un salon sur un demi-lot. Vous voyez, non? Bien propre. Et je peux aller jusqu'à 3 millions, 4 millions, je peux payer. Vous voyez, non? Donc l'État doit ramener ça.
dans son programme. Comme ça, là, il va toucher toutes les couches sociales. Je me demande, quel est le citoyen béninois comme moi qui peut aller à un truc comme ça parce qu'on m'a dit logements sociaux. Et quand on me parle de logements sociaux, là, quand il va là, c'est pour le citoyen lambda. C'est le citoyen lambda qui va faire les logements sociaux. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a une classe. Le gouvernement encourage ceux qui sont capables, qui connaissent lui. Et moi, en tant que citoyen lambda, je ne connais pas qui peut faire face à ça. Partant de là, je dis et je demande au gouvernement de revoir sa copie. Parce que moi qui suis ici en tant que citoyen, moi j'ai besoin d'un logement. Mais avec ce qui est dit, les critères qui sont vraiment énumérés, je ne me retrouve pas. Et quelqu'un moins que moi ne se retrouve pas. Quel fonctionnaire pourra louer? Combien de fonctionnaires gagnent au-delà de 80 000? Le premier cadre, A1 là, ne gagne même pas 200 000. Le gouvernement béninois a accordé une subvention de 11 milliards de francs CFA au prix des produits pétroliers actuellement en hausse, a annoncé ce jeudi 22 avril la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma. Le Conseil des ministres du mercredi 20 avril a fixé à nouveau les prix du gasoil et du gaz domestique au Bénin. Quelques citoyens béninois ont donné leurs avis sur la nouvelle au micro de Kanté Amoussou et Francis Fahami. Le prix du gasoil est devenu aujourd'hui un problème général. Pas plus qu'avant-hier, j'étais au village pour aussi m'apprêter parce que les joutes électorales sont en train de s'approcher. Il y a un aîné qui me disait que pour aller prendre du gasoil, maintenant il faut aller jusqu'à Djougou, mais à Bassila. Et c'est simplement au niveau de la station qu'il faut trouver du gasoil. Je pense que pour cette fois-ci, le Béninois ou bien le gouvernement doit chercher les voies et moyens pour pouvoir régler cette question. Parce que c'est devenu très très grave. Si aujourd'hui les gens qui utilisent les moteurs à gasoil, les gens qui utilisent les bennes pour le déplacement d'ici et d'ailleurs, et n'arrivent pas à se stationner par rapport à des stations qui sont à côté, ce n'est pas une bonne chose. Le gouvernement a dit normalement s'il ne subventionnait pas, ça allait jusqu'à 800 voire 1000 francs. Bon, nous on ne comprend pas. La crise russo-ukraine qui crée tout ça là. Mais le gouvernement avait parlé d'un stock. Il va mener les produits pétroliers pour stocker. Où sont toutes ces mesures là maintenant? Jusqu'à présent, le gouvernement n'arrive pas à trouver la bonne solution. Il n'y a qu'à signer des accords commerciaux. Des accords commerciaux avec le Maghreb seul, l'Algérie, la Tunisie, mais l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar. Mais là, au lieu que nous achetons chez la France, on peut aller directement s'approvisionner là-bas. Mais quand le Mali, je les respecte beaucoup, mais je leur tire un coup de chapeau. Ils ont dit niet à la France. Oui, il faut être courageux. Il faut être courageux. On devrait trouver un moyen pour accompagner d'abord les utilisateurs, les gens les conducteurs qui font les longues distances. Donc je pense qu'on va un peu patienter pour voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc en même temps, nous sommes mal placés pour donner une fausse appréciation, c'est-à-dire que bon, nous sommes en pénurie, on ne va pas trouver les moyens nécessaires pour pouvoir trouver du gasoil, mais je pense que l'oreille du gouvernement est plus large que ça. Ils sauront comment il faut faire pour pouvoir régler à temps ce problème que nous sommes en train de traverser actuellement par rapport à la pénurie du gasoil. Le gouvernement a dit qu'il subventionne les produits pétroliers. Chaque mois, il semble que c'est 11 milliards. Et rien que les produits, rien que le gasoil seul, il semble que c'est 9 milliards au moins. Mais malgré ça, même le truc n'est pas disponible. C'est là le drame. On avait dit 600, mais il semble que ça dépasse comme ça. Mais autre
Togo à côté ici, c'est 605. Mais j'ai rencontré un chauffeur, il m'avait dit que c'était disponible. Et vous savez, ça aura des répercussions sur le panier de la ménagère, sur l'économie en général, parce que le coût du transport, vous-même vous savez. Tout ça là, il y aura des renchérissement. Les produits vraiment vont encore augmenter de prix. Donc les Béninois ne sont pas au bout de leur peine. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Kousassé, a lancé le mercredi 13 avril dernier à Dassazoumé une campagne d'assainissement du cadre de vie des campus de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Reportage Larios Adiagouno. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kousassé en campagne contre l'insalubrité à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM. Sa direction, en collaboration avec les associations estudiantines, lance depuis Dassazoumé une opération d'assainissement des campus de l'UNSTIM. Malgré nos efforts pour assainir votre cadre de vie, nous constatons toujours une certaine insalubrité dans nos centres universitaires. C'est pour cela que nous avons, avec le président de la FESTIM, accepté cette activité dans l'arbitrage du PTA pour nous permettre de nous retrouver afin d'assainir notre cadre de vie. Donc c'est pour ça que nous avons commencé cette activité de salubrité au centre de Dassa. Mais nous n'allons pas nous arrêter à Dassa. Ça va se faire dans tous les centres universitaires de l'UNSTIM. Nous commençons aujourd'hui, nous allons continuer. La campagne de salubrité lancée ici à l'École nationale des biosciences et biotechnologies va s'inscrire dans le temps et dans l'espace. On ne peut pas penser à un bon rendement académique si le cadre n'est pas assaini. Ça peut être source de maladie. C'est pourquoi, dans notre rôle d'accompagner l'académique, nous sommes venus aujourd'hui pour assainir le cadre. Et cette activité ne serait pas une activité sporadique. C'est une activité qui va pérenniser dans le temps. Et désormais, nos campus universitaires seront des campus propres, des campus assainis, des campus où il fait le mieux vivre. Nous sommes éco-citoyens et nous voulons que tous les étudiants soient désormais éco-citoyens. Le rectorat de l'UNSTIM s'engage à accompagner le Kousassé dans la mise en œuvre de cette initiative. Une journée de salubrité sera instaurée sur tous les campus de l'UNSTIM pour que la salubrité soit au cœur, car un environnement sain est propice gage d'un développement et d'une éducation saine. Les étudiants ont exprimé leur gratitude au Kousassé pour avoir épousé leur idée de contribuer à la sauvegarde de l'environnement. Nous remercions Madame la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi pour avoir accepté d'organiser en collaboration avec la Fédération des étudiants de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques cette activité dénommée assainissement du cadre de vie dans les centres universitaires de l'UNSTIM, dont le lancement officiel se fait ici aujourd'hui à Dassazoumé afin de permettre aux étudiants des centres universitaires de Dassa, de Lokossa, d'Abomey et de Dogo d'être entretenus sur l'importance de l'assainissement du cadre de vie. Le Kousassé envisage de distinguer à terme le centre universitaire le plus écolo. La phase de généralisation du volet assurance maladie du projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche se poursuit dans les communes du Bénin. Après Aplaroué, Lalo et Lokossa, il y a quelques jours, c'était le tour des communes de Kondi, Banikwara, Tchaoro et Ouessé dans les départements du Borgou, de la Libouri et des collines de figurer sur la liste des localités bénéficiaires de cet impeccable outil
outils de protection sociale. Désormais, donc, les populations de ces différentes communes bénéficiaires de ce projet pourront se faire consulter et soigner gratuitement dans les hôpitaux partenaires de l'Agence nationale de protection sociale ANPS. Au nom du gouvernement, les ministres Benjamin Ompati de la Santé et Véronique Toifode-Mewanou des Affaires sociales et de la microfinance ont effectué le déplacement de Tchaourou le vendredi 16 avril dernier pour présider la cérémonie d'extension qui s'est déroulée au centre de promotion sociale pour le COPT de Ouessé et de Tchaourou en présence de plusieurs autres autorités locales et communales et du roi de Tchaourou en personne. Au nombre des autorités présentes à ce lancement figure le député Edmond Agoua, l'élu de la 10e circonscription électorale et promoteur du complexe touristique Agualand, suivant un extrait de ses propos à l'issue de la cérémonie. Il y a un adage qui dit souvent « qui va lentement, va sûrement ». Et le président Talon, vous devez le constater avec moi, est un monsieur très ordonné, très méticuleux. C'est pour cela que les choses sont classées par ordre d'arrivée. Et le rehaussement social dont il a parlé est en train de se réaliser. Et la preuve est ce qui s'était passé tout à l'heure à Tchao, le lancement officiel de l'assurance maladie, Arche. Et quand ce projet était arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, vous devez constater que la quasi-totalité des députés présents en plénière à l'Assemblée nationale avaient voté pour la loi. Parce qu'il n'y a pas mieux dans un pays, oui, vous voulez bien manger, mais il faut que vous vous soignez à la hauteur de la maladie que vous avez contractée. Et tenant compte du niveau de vie de notre pays, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à se soigner à la hauteur de la maladie contractée. Vous voyez déjà les frais de consultation, 10 000 francs parfois dans des hôpitaux, 5 000 francs parfois dans des hôpitaux. Pour un Béninois lambda qui n'a pas de grands moyens, c'est déjà difficile. Alors, sans faire le diagnostic, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Tout ça là est en train d'être réglé au passé. Parce que avec l'assurance maladie, si vous arrivez à souscrire, mais vous êtes soigné à 0 francs. Quelle que soit la maladie, vous êtes soigné à 0 francs et à 100%. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Souvent, les gens ne comprennent pas quand il s'agit de ce genre de choses, ce qu'ils gagnent parce qu'ils n'ont pas du cash. Mais si vous êtes malade et que vous devez dépenser déjà 100 000 francs, 150 000 francs, que pour faire des analyses, histoire de permettre aux médecins de vous dire quel médicament vous devez utiliser pour vous faire guérir, pour vous faire soigner. Mais vous manquerez d'acheter du ciment pour construire une maison, puisque ces sous-là auront servi à vous faire soigner. Vous allez manquer de l'argent pour faire votre champ, pour faire l'agriculture, puisque vous ne pouvez pas penser manger sans être sûr que vous êtes en bonne santé. Donc la santé avant tout, comme on le dit. Et ça là que le chef de l'État a initié et a décidé de lancer en ce moment, c'est un gain sérieux pour les Béninois. Il faut que nous commençons par comprendre que ce monsieur, nous devons le soutenir sur tous les plans. Je l'avais déjà dit à plusieurs niveaux. Si ce n'est que des présidents de la République, j'en ai connu assez, puisque je suis dans le rouage politique il y a longtemps. Alors si nous devons classer les chefs de l'État qui sont passés à la tête de ce pays, en tout cas, après 6 ans de gouvernance, il est classé premier. Et il faut le savoir et il faut en tenir compte. C'est très important. L'assurance peut permettre à quelqu'un de se développer sur d'autres plans. Encore qu'il y a le microcrédit qui accompagne ça. Et ce n'est pas des microcrédits de 25 000, de 20 000 francs ou de 30 000 francs. C'est des montants colossaux. S'il y a des jeunes bras valides qui décident d'entreprendre rigoureusement des activités génératrices de revenus telles que l'agriculture, le maraîchage, l'élevage, la soudure, l'artisanat, tout ce que vous connaissez, mais il suffirait simplement qu'ils présentent leurs projets et que les projets soient des projets viables, des projets soutenus par des arguments convaincants et ils seront soutenus par l'État. Et c'est ce qui a commencé par se passer depuis plusieurs mois. Veut dire que le rehaussement social dont le chef de l'État a parlé au moment du discours de son investiture est en train de se dérouler sur le plan national. Et c'est d'ailleurs pour ça que le ministre de la microfinance m'a invité. J'ai pris la route depuis Cotonou pour venir participer à cette séance de lancement de ce projet que nous avions déjà au niveau du Parlement accompagné, voté et soutenu. Maintenant, il faut de bons médecins pour suivre tout ça. Sinon, l'État va investir
assez d'argent, mais la qualité des soins risque de ne pas suivre. C'est très important. Pendant qu'on a besoin de l'IRM et que le médecin il n'a pas le plateau technique qu'il lui faut, il va proposer de l'échographie sommaire, ce qui ne peut pas régler les difficultés par rapport aux maladies sérieuses, les cancers d'un niveau assez élevé par exemple. Alors, je dis tout ça, mais je voudrais rajouter quand même que mis à part tout ça là, le hautement social, il nous faut les routes au niveau des collines et du Bordeaux. Je ne peux pas ne pas en parler. Quand vous prenez par exemple la route Anserquet-Ouessé jusqu'à Idadio, les populations ont besoin de bitumage pour être moins malades, pour gagner mieux ce qu'on est en train de mettre à leur disposition. Personne ne veut être malade. Et quand vous pratiquez des routes dégradées tout le temps, vous attaquez des maladies que vous n'arriverez jamais à justifier vous-même. La route Glazoué, Hoko, à Santé, à Klangpa, jusqu'à Djagbalo et Panté, il faut que rigoureusement le chef de l'État prenne les dispositions qu'il faut pour que ces routes-là soient maintenant bitumées. Puisque ces populations attendent ces promesses il y a très longtemps. Et nous n'allons jamais cesser d'en parler tant que nous sommes députés et que les populations continuent de nous mettre la pression dessus. En tout cas, c'est de notre rôle et nous profitons de cette occasion pour demander au chef de l'État de penser à nous pour que ces deux voies-là, c'est vrai que c'est des voies qui sont un peu longues, qui nécessitent beaucoup d'investissement, mais il faut que ces populations-là puissent véritablement profiter du bitumage de ces routes pour se sentir totalement guéries. Le 7e art s'évite dans cette édition avec les activités du FIFA, le Festival international du film Allons au cinéma, a rendu un vibrant hommage au producteur togolais Jean Aranton et au regretté dramaturge béninois Camille Adeba Amoro. La projection de film Tout se passe bizarre dans la vie de Tchegoun Olabisi et Tilman Sirambel, dans lequel il est intervenu, a marqué cette cérémonie. Je vous invite à suivre cette compilation d'extraits que nous propose Carles Kitome. Le monsieur, il fait la cour à la femme. C'est presque jamais l'inverse. Que la femme veuille ou ne veuille pas, elle dit non. Le monsieur insiste, et finalement la femme dit oui. Et à partir du moment où la femme dit oui, c'est qu'elle appartient désormais au monsieur et le monsieur considère que voilà, j'ai fait une chasse, j'ai conquis quelque chose, ça m'appartient. Et après ça, la jeune étudiante va dans le village, voit Pierre Casanova lui-même, il lui explique, voilà, j'ai construit un bâtiment pour toi, désormais c'est là-bas tu vas péter. Et Pierre Casanova lui-même la regarde et dit, je ne pète pas pour les riches. Et puis, brusquement, il y a eu des spécialistes. Quelqu'un a publié un livre, l'histoire des pays, des origines, jusqu'à Pierre Casanova lui-même, parce qu'il s'appelle Pierre Casanova lui-même, ce péteur. Un autre a appliqué avec l'anatomie de l'anus du péteur. Et finalement, il y en a un qui est venu tout barbu, envoyé par son université, logé à l'hôtel Sheraton, terrain de golf, tennis, piscine, négresse, tout. Et puis, après, il a pondu un rapport à son université pour dire qu'en fait, Pierre Casanova lui-même, ce n'est pas n'importe qui, c'est un artiste. Et un artiste, il doit vivre de son art. C'est scandaleux ce que les chercheurs européens viennent faire dans la région d'Agra. Ils viennent écouter gratuitement Pierre Casanova lui-même alors qu'ils peuvent l'aider à développer son art. Des témoignages faits dans la pénombre ont créé l'émotion au cours de cet hommage. Quelques extraits pour rappeler la mémoire de Camille Amoro. Cet hommage, comme Akad a dit, à quelque part, mon mentor aussi dans le milieu, parce que c'est lui qui a donné pas mal de chances à pas mal de jeunes qui sont devenus peut-être adultes aujourd'hui. Mais c'est vraiment important d'être là ce soir pour montrer, pour le remercier. D'abord remercier à ses parents de le faire venir au monde pour que nous, on puisse avoir la chance de le rencontrer. Et le remercier de tout ce qu'il a fait pour le Bénin, pour l'Afrique, pour la culture et pour nous, les petits d'avant, et qu'il a donné la main. Mais autour de lui,
gravitent toutes les autres formes d'art, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, puisque la musique, le cinéma, la peinture, pour ce qui concerne Magour, et j'en oublie. Et ce que je peux dire, c'est que lui, ayant fait les lettres modernes et plus tard a fait le pari d'être écrivain un peu comme Rimbaud, dans le film, Tchegou a donné son témoignage. Que c'est grâce à lui qu'il a été pour la première fois en France. Mais la fois passée, quand je parlais avec d'autres personnes comme Gangwé Brass Band, que nous on connaît ici, qui aujourd'hui fait partie des musiciens béninois qui tournent plus dans le monde. Sa création, en dehors de ce qu'il a écrit, était ce que je vais appeler un accélérateur dans la création au Bénin ici. Je ne sais pas si je le dis bien, pour la petite histoire de la création de la médiathèque des diasporas. Il faut dire que, en fait, la place là qui est en dessous du monument des martyrs était une place abandonnée. Une réalisatrice togolaise présente au festival a créé l'émoi par son témoignage au sujet de la mémoire du producteur togolais Jean Aronton, décédé pendant les préparatifs du FIFAC Festival, au cours duquel un de ses films est en compétition. Des propos recueillis par Carles Kitome. Particulièrement, j'ai une histoire avec Jean. C'est un grand frère pour moi. Mes premiers pas dans le cinéma, je l'ai fait avec lui. C'est lui qui m'a donné l'opportunité d'assister à la première fois que j'assiste à un plateau de tournage, c'était avec lui. Et c'est de là qu'a commencé nos relations. C'était un grand frère, il est toujours là pour moi. Il m'a toujours guidé, il m'a toujours dit quoi faire. J'allais vers lui chaque fois que j'avais besoin de lui. Et quand on a été sélectionné pour ce festival, on avait vraiment des programmes ensemble. On disait qu'on allait venir ensemble. Et apprendre son décès, c'était vraiment un choc terrible. Mais bon, je dirais que personne ne sait ce que Dieu planifie, donc on ne peut que l'accepter. Et la seule chose que je garde de Jean, c'est que Jean il a l'envie de travailler. Il fait partie des meilleurs jeunes réalisateurs du Togo, des réalisateurs qui veulent vraiment changer le cinéma au Togo. Malheureusement, il nous a quittés. Et je crois que le Togo, on lui doit beaucoup parce qu'il en a fait beaucoup. Tout comme moi, il a élevé beaucoup de jeunes comme moi et beaucoup lui doivent quand même ça. Merci beaucoup. C'est vraiment triste de le perdre si tôt. Mais on ne peut rien. Jean, on t'aime où que tu sois. Moi particulièrement, je te remercie pour tout ce que tu m'as fait. Merci. La fin de cette cérémonie d'hommage sans lumière annonce la clôture de la première édition du FIFAC qui aura lieu ce soir même au Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah. Il faut préciser que la première édition du FIFAC prendra fin ce soir à Ouidah. La page inter de ce vendredi est un condensé des actualités au Mali, au Kenya, en Grande-Bretagne, à Jérusalem et en Ukraine. Compilation signée Anaël Dohou. Au Mali, l'armée française annonce avoir filmé des images qui, selon elle, montrent les coulisses de la fabrication d'une information mensongère par les mercenaires russes de la société Wagner. On y voit des hommes enterrer des corps près de la base de Gossi, une base que les Français ont rendue aux militaires maliens il y a quelques jours. Pour les militaires français, cette manœuvre vise à les accuser d'avoir laissé derrière eux un charnier. Au Kenya,
L'ancien président Mwai Kibaki est décédé ce vendredi 22 avril 2022 à l'âge de 90 ans. C'est un triste jour pour nous en tant que pays. Nous avons perdu un grand leader, l'ancien président Mwai Kibaki, a déclaré Uhuru Kenyatta, actuel président du Kenya, dans une annonce solennelle retransmise par la télévision officielle. Rappelons que le président Mwai Kibaki est né le 15 novembre 1931 et a dirigé le Kenya du 30 décembre 2002 au 9 avril 2013. La Grande-Bretagne et l'Inde ont conclu un partenariat nouveau et élargi en matière de défense et de sécurité. Cette information a été portée au public ce vendredi 22 avril 2022 à New Delhi par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les deux pays ont un intérêt commun à maintenir l'Indo-Pacifique ouvert et libre, a-t-il déclaré aux côtés de son homologue indien Narendra Modi, qualifiant ce nouveau partenariat d'engagement de plusieurs décennies. À Jérusalem, de nouveaux heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ont éclaté ce vendredi sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem, a constaté un photographe de l'AFP sur place. Tôt ce vendredi matin, les forces de police israéliennes sont entrées sur l'esplanade, troisième lieu saint de l'islam, mais aussi site le plus sacré du judaïsme, sous son nom de mont du temple, et des jeunes palestiniens ont lancé des pierres dans leur direction, a constaté ce journaliste qui a fait état de quelques blessés. Au 58e jour de l'invasion russe en Ukraine, le sort du pont stratégique de Mariupol que Moscou a su avoir libéré est toujours incertain. Kiev affirme que ses hommes résistent encore aux forces russes dans l'immense complexe métallurgique Azovstal. L'ONU a accusé vendredi l'armée russe d'actions pouvant relever des crimes de guerre en Ukraine depuis l'invasion du 24 février et constate que le droit humanitaire a été jeté par des subords. Les inspecteurs de l'ONU ont documenté le meurtre, y compris par exécution sommaire de 50 civils dans la ville de Boutcha, en banlieue de Kiev, où les forces russes sont accusées d'avoir commis des exactions ayant fait des dizaines de morts, ce que Moscou récuse. Sport dans cette édition, la 5e journée du championnat amateur senior de handball du Bénin s'est achevée ce vendredi 22 avril 2022 sous le pavillon du hall des arts et loisirs de Cotonou-ASEC a validé son ticket pour la finale en venant à bout de Asso Tigre 46 à V8. Adidja Handball Club est venu à bout de AS Canon avec 2 buts d'écart. Suivez le compte rendu des matchs avec Colombo Oussou. Adidja Handball Club a disposé de AS Canon de Porto Novo 32 buts à 30 au terme d'une partie âprement disputée. Les militaires d'Adidja annoncés favoris ont été fortement accrochés avant d'arriver à bout de leurs adversaires. En première période, Adidja fait respecter son statut et impose son rythme aux joueurs de Porto Novo. Logiquement, les militaires font la course en tête à la mi-temps. Après la pause, la rencontre va totalement s'emballer. Dans un premier temps, les canonniers reviennent contre toute attente au score. Ils enchaînent et prennent même un avantage. Alors, dans le dur, l'équipe des militaires modifie son schéma de jeu et exécute un système de défense en individuel tout-terrain. Choix tactique payant, car dans la foulée, les militaires reviennent au score et battent leur adversaire avec 2 buts d'écart. Dans son duel face à Asso Tigre, ASEC de Djougou a assuré l'essentiel et validé son ticket pour la finale. Ce match s'est soldé par une victoire des joueurs du club de la Donga. ASEC de Djougou a contrôlé et dicté sa loi du début jusqu'à la fin du match. Malgré la révolte des hommes de l'équipe de Asso Tigre, les Bleus décrochent à l'arrivée une précieuse victoire acquise sur le large score de 46 à 28. En distinction individuelle, Adinsi Maurice a remporté le trophée de l'homme du match. Pour le compte de la seconde opposition, c'est Rachid Idriss qui s'est adjugé ce trophée grâce à sa bonne performance. Ça n'a pas été facile. Vraiment, c'était un peu dur. C'était notre match de qualification et on devrait coûte que coûte gagner. Sinon, c'est Canon qui est qualifié. Maintenant, on remercie Dieu de nous avoir accompagnés pour
la victoire de ce match. Moi, je ne joue pas pour forcément être l'homme du match, mais je joue pour que mon équipe gagne. Le coach a constaté que la défense derrière ne marchait pas. Donc on a dû descendre un peu pour pouvoir les contenir dans les 9 mètres. Et ce qui a fait qu'on a plus ramassé les ballons et on est allé en contre-attaque pour profiter de leur non-rapidité dans le jeu. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end.